puisque nous sommes ici dans le cadre de l'organisation de cette conférence avec le groupe local des Verts, de l'Europe Écologie Les Verts, du pays de Pleurmel. Moi-même, je m'appelle Jean-Michel Tilloy, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, bienvenue. Le groupe local de LV du pays de Pleurmel a été réactivé à l'occasion des élections présidentielles de 2012 et la candidature de Paul Molac, qui est devenu, comme contre toute attente, notre député de la 4e circonscription, comme vous le savez, avec ce particularisme que Paul n'est pas encarté dans un parti politique et qu'il a été soutenu par ELV, par l'UDB et par le PS. Preuve, s'il en était besoin, qu'on peut faire de la politique sans être adhérent à un parti politique et en devenant, par exemple, coopérateur au sein d'Europe Écologie Les Verts. Donc, je salue d'ailleurs la venue de Paul. Nous sommes une vingtaine d'adhérents sur le pays de Pleurmel et souhaitons modestement marquer de notre empreinte d'écologiste la vie sur le pays de Pleurmel en permettant aux citoyens, à l'électeur, de prendre la parole sur des sujets de société, comme ce soir sur la transition énergétique, la crise économique et le changement climatique que nous sommes en train de vivre. Nous ouvrons ce soir ce cycle de conférences, de débats, que nous poursuivrons en fonction de l'actualité qui nous impacte directement. Nous avons décidé et commencé à organiser des réunions d'information et d'échanges sur chaque canton sur le thème des élections municipales en mars 2014. La prochaine se tiendra mercredi 23, donc dans 2 jours, à Guilliers. Nous envisageons également d'organiser un débat autour d'un sujet très sensible en Bretagne, l'agriculture et l'agroalimentaire, qui ne sortira du marasme qu'en passant par une transformation radicale des modes de production et de consommation, avec la présence notamment de René Loing, qui est un paysan et élu au nom des Verts au Conseil régional. Donc, le groupe local de Pleurmel est attaché au pluralisme de la pensée et s'inscrit volontairement dans des débats qui peuvent être contradictoires, voire antagonistes, comme ce soir, pour mieux éveiller les consciences et la pensée citoyenne, et ainsi stimuler le débat. Nous comptons donc sur vous pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Pour nous, il n'y a pas de questions taboues. Bonne conférence et à tout de suite pour vos questions. Je passe maintenant la parole donc à Jean-Louis Hardy qui va nous présenter Jean-Marc Jancovici, qu'on remercie d'être ici ce soir. Bien, bonsoir à tous. Donc c'est la première fois ce soir que je rencontre Jean-Marc Jancovici. J'en ai entendu parler à l'occasion de l'apparition de son premier livre en 2002. En 2002, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait surtout dans les médias du trou de la couche d'ozone. Enfin, on avait parlé dans les décennies avant et le gaz à effet de serre, je ne savais pas ce que c'était, je pensais que c'était la même chose. Enfin, et en 2002, le Nouvel Obs publie dans un de ses numéros un super dossier sur le changement climatique. Et vous savez, quelquefois, dans ces articles, à la fin de l'article, il y a marqué « Pour en savoir plus ». Alors là, il y avait, si vous voulez aller plus loin, lisez l'excellent livre de Jean-Marc Jancovici. Voilà, c'est « L'avenir climatique, le temps que nous ferons demain ». Ou « Quel temps ferons-nous » voilà. Et donc, je lis ce livre et là, je suis stupéfait parce que je lis, parce qu'effectivement dans les médias on n'en parle pas du tout à l'époque. Je suis même carrément sidéré et je me dis mais c'est pas possible. Alors donc je vais voir dans d'autres bouquins, je cherche, je me dis bon est-ce que c'est des blagues et finalement je prends conscience là en 2002 à la suite de ce bouquin qu'on a un énorme problème de changement climatique qui va venir. Alors on ne sait pas exactement quand, mais si on ne fait rien. Et là, je commence moi, à faire des petits actes à mon niveau, hein, comme le colibri de Pierre Rabhi, dont certains certainement connaissent. Et je commence par manger un peu moins de viande. Ça c'est facile. Quand je change de voiture, je prends une voiture qui consomme moins, j'essaie de prendre le train quand c'est possible bien sûr, mais je privilégie le train. En voiture, j'ai aussi adapté une conduite assez économique. Ensuite, je change de région et là, je fais construire une maison BBC en 2009. À l'époque, ça s'appelait encore F-Énergie. Donc, ce livre m'a beaucoup marqué. Alors, tout entre nous, effectivement, ce soir, je ne suis pas venu en vélo parce que j'habite à 20 km d'ici, 20 km aller-retour
En gros, j'aurais dépensé 1,5 litre de gasoil, hein, et 1,5 litre de gasoil, c'est 2 €. Et qui, aujourd'hui en France, va faire 40 km en vélo pour économiser 2 €. Bon, là, j'empiète sur la conférence, donc je m'arrête. Alors, il y a encore une petite action que je fais, c'est que je deviens coopérateur en 2011 pour l'élection primaire d'Europe Écologie Les Verts. Et c'est ce soir, en tant que coopérateur, que je vous présente Jean-Marc Jancovici, finalement, qui est un des auteurs du pacte écologique de Nicolas Hulot, et qui est aussi le cofondateur de Carbone 4, qui est une société de conseil pour la stratégie carbone. Alors, il vous en dira un petit peu plus sur la stratégie carbone, mais enfin, je pense que si vous écoutez, vous allez comprendre. Voilà, donc, après vous avoir parlé de l'effet que le livre a fait sur moi, et vous avoir présenté Jean-Marc Jancovici, je vous propose maintenant, éventuellement, si vous avez des préoccupations particulières, des questions, déjà de les poser, comme ça, éventuellement, ça orientera un petit peu son discours pendant la conférence. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole, je peux vous passer le micro, ou si vous pouvez parler assez fort. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont des questions sur l'énergie, sur la transition énergétique, par exemple? Qu'est-ce que c'est que la transition, ou la transition énergétique pour les nuls, je sais pas, à quoi est-ce que vous avez... Non, personne n'a des questions? C'est bon. J'avais beaucoup de questions parce que comme vous, je me suis renseigné. Alors depuis moins longtemps, parce que ça fait, moi j'ai fait des travaux à la maison il y a quelques mois, donc j'ai investi un peu d'argent pour isoler, et je me suis posé une question sur le prix de l'énergie à venir pour essayer d'extrapoler un peu comment j'allais pouvoir amortir mes dépenses. Et puis je suis arrivé un peu sur le site, sur d'autres gens qui expliquent un peu la démarche de transition énergétique. Donc il y avait la semaine dernière à Jocelyn en transition, il y a des gens qui en Bretagne font déjà des choses, mais ils sont peu nombreux. Et parmi les choses qui me choquent, donc il y avait effectivement ce que vous avez dit, mais il y avait aussi tout ce qui concerne l'énergie pas chère. Alors, je pense que vous allez en parler, parce que dans d'autres conférences vous en parlez beaucoup, mais j'irais presque le scénario à moyen terme qui nous attend, c'est-à-dire est-ce qu'il est temps de partir aux abris, est-ce qu'on va devoir creuser les trous bientôt, ou est-ce qu'on a du temps, et comment organiser ce temps pour que finalement on puisse... moi j'ai 2 enfants, donc j'aimerais bien qu'en même temps ils aient une Bretagne qui soit vivable et pas un champ de bataille. Voilà, donc je sais pas si vous avez dans les sujets. D'autres questions? Ici. Là-bas, au fond, Jean-Michel. Parce que si effectivement vous avez des messages. Merci. Je vais vous poser une question qui concerne directement la transition écologique. Peut-on avoir une transition écologique dans une société dominée par ce que j'appelle, moi, l'écocratie, c'est-à-dire où tout est basé sur l'économie? Avec cette société capitaliste, donc on l'a entendu avec la question précédente, puisque le monsieur voudra amortir en fonction de, etc. Est-ce qu'on peut faire une transition écologique dans une société telle qu'elle est à l'heure actuelle, fondée sur l'écocratie? C'était pour avoir des informations sur ce qui se passe actuellement sur l'écotaxe, puisque nos portiques sont en train de tomber les uns après les autres. Et je voulais vous demander aussi, est-ce qu'il y a une recette pour être écologiste sans être ayatollah d'écologie? Vous avez quelques exemples ce soir. Des deux côtés d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
c'est bon. Alors, finalement, cette soirée va être placée sous le signe d'une triple innovation pour moi. D'abord, c'est la première fois qu'on commence par les questions. Voilà, il faut un début à tout. C'est la première fois que je suis invité par un groupe Europe Écologie des Verts. Et en fait, j'avais dit à Jean-Louis Hardy que c'était une des raisons qui m'avait poussé à dire oui, parce que je suis un homme curieux, donc j'avais envie de voir. Et par ailleurs, c'est la première fois que je fais une intervention en Bretagne continentale, si je puis me permettre cette formule, puisque j'avais déjà été invité à faire des interventions, mais c'était toujours sur la côte. Alors, ce que je vais essayer de vous expliquer... Alors, je suis un homme bavard, je vous préviens. Donc, ce que je vous propose, c'est d'être très bavard pendant à peu près 1 heure pour essayer de vous expliquer en quoi l'énergie est partout, et même là où vous n'y attendez pas, pour ensuite initier un débat dont j'espère qu'il sera riche. Alors, je vais être un tout petit peu taquin doublement pour les gens qui sont au fond. D'abord, je vous invite à vous asseoir, parce que, à moins que vous ayez envie de rester debout 1 heure. Et ensuite, je vais relever un défi, qui est de parler 1 heure en prononçant, je crois, le mot nucléaire 1 ou 2 fois. Voilà. Je vais en fait essayer de vous expliquer des choses qui sont bien en amont de la question sur les choix qu'on peut faire. Alors, un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà vu cet homme. Cette tête vous dit quelque chose. Et alors, on pourrait imaginer que cet homme, dans cette émission, dont je concède à notre ami qui est intervenu au fond que c'est entrelardé de petits passages qui sont une ode à la consommation. Admettons que cet homme pose la question, qu'est-ce que l'énergie ? La structure des débats en France fait que les 2 premiers trucs auxquels tout le monde va penser, c'est l'électricité et éventuellement le gaz. D'accord ? Qu'est-ce que l'énergie ? L'énergie, c'est l'électricité. Du reste, il y a 80% des journalistes qui confondent les deux en permanence, c'est-à-dire qu'ils utilisent le mot énergie quand il faudrait utiliser le mot électricité. Il y a une raison à ça, c'est que dans la quasi-totalité des pays, on débat facilement de ce qui concerne l'industrie nationale. La France n'a pas d'industrie pétrolière et n'a pas d'industrie gazière sur son sol. Donc en général, les débats sont très focalisés sur l'électricité. Si vous allez dans d'autres pays européens, ça ne se présente pas du tout de la même manière. Tous les pays de la mer du Nord en particulier, qui ont une exploitation gazière et pétrolière, si vous demandez aux gens qu'est-ce que l'énergie, il y en a beaucoup plus qui vont penser aux hydrocarbures. Les Français sont ont un très fort tropisme pour l'électricité. Il y a éventuellement des gens qui vont vous répondre ça. D'accord. Du reste, il y a eu une intervention là-dessus, donc l'énergie, économie d'énergie, tout ça, c'est des trucs, etc. Pourquoi, quand, comment, dans quel ordre, etc. Ça reste parfois un peu nébuleux. Il y a des gens un peu poètes qui pourraient vous dire ça. L'énergie, c'est ce qu'on a un matin où on se lève. Alors, en fait, c'est eux qui sont le plus près de ce que j'ai envie de vous raconter. Parce que ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est que, en fait, l'énergie, c'est ce qui organise le monde. L'énergie, c'est rien d'autre que ce qui organise le monde. Un certain nombre d'entre vous se souviennent peut-être très très loin, il y a fort longtemps, de leur vieux cours de physique. En fait, l'énergie, avant d'être un motif d'empoignade sur les plateaux de télé, c'est une grandeur physique. Quand vous avez affaire à un physicien, l'énergie, c'est un truc qu'il utilise, il a même des unités pour ça. Et dans le monde scientifique, l'énergie désigne quelque chose de très simple, c'est la marque du changement du monde. C'est la grandeur que les physiciens utilisent pour caractériser le fait que le monde change. Alors, dans des changements du monde, vous en avez un certain nombre qui vous sont familiers. Par exemple, quand une température change quelque part, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Cette énergie, elle peut être fournie, ou au contraire, elle peut être utilisée, ça dépend dans quel sens ça va, en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Un certain nombre d'entre vous sont venus autrement qu'à vélo ce soir, si j'ai bien compris. Eh bien, quand vous mettez votre voiture en mouvement, il y a besoin d'énergie. Donc un changement de vitesse est quelque chose qui va demander ou restituer de l'énergie. Quand vous avez une forme qui change, celle de mon bras, par exemple, paf, change de forme, eh bien, il y a de l'énergie qui est utilisée, là, en l'occurrence celle de mes muscles, et qui correspond à la fort bonne salade que j'ai mangée tout à l'heure. Quand vous utilisez une machine industrielle, eh bien, cette énergie, elle va venir de pétrole, de gaz, de charbon, d'uranium, de chute d'eau, etc. Et la machine va manger de l'énergie pour vous changer une forme d'un morceau d'acier, d'un morceau de plastique, ou d'un morceau de caillou, ou de n'importe quoi. Vous avez de l'énergie qui intervient dès qu'une composition chimique change. Alors là, c'est pareil. Dans notre corps, ça intervient en permanence. C'est grâce à ça qu'on a la possibilité de se déplacer, par exemple, ou la possibilité d'avoir le corps maintenu à température. Vous savez que l'homme aime bien être aux alentours de 37 degrés. Quand il en est très loin, il ne trouve pas ça sympathique. Vous avez de l'énergie qui intervient dès que vous déplacez un corps dans un champ avec lequel il interagit. Alors ça a l'air très compliqué à cette heure-ci de la soirée. En fait, une manifestation évidente de cette affaire-là, c'est quand vous montez un escalier. Quand vous montez un escalier, votre corps, la masse
de votre corps lutte contre la gravitation. Et donc, si vous montez l'escalier très vite et que l'escalier est très long, vous transpirez parce que vous avez eu besoin de fournir de l'énergie pour lutter contre la gravitation. C'est aussi avec ce genre de truc qu'on a des moteurs électriques, mais avec d'autres interactions. Vous avez de l'énergie qui intervient quand une composition atomique change. Alors, atomique, peut-être que ce soir, ça vous fera surtout penser aux centrales nucléaires. En fait, ça doit aussi nous faire penser essentiellement à quelque chose qui s'appelle le Soleil, dans lequel vous avez une réaction atomique qui est entretenue en permanence et qui fait que nous avons le rayonnement solaire et tout ce qui s'ensuit. Et enfin, ce qui occupe particulièrement les touristes venant en Bretagne entre le 1er juillet et le 31 août, vous avez de l'énergie qui intervient quand de la matière et du rayonnement interagissent. Alors vous avez une version un peu plus courante de cette affaire-là pour un certain nombre d'entre vous qui s'appelle le four à micro-ondes. Quand vous mettez un aliment dans un four à micro-ondes, vous faites interagir la matière qu'il y a dans le four avec le rayonnement du micro-ondes et le résultat, c'est que la matière chauffe. Donc d'une manière générale, parler d'énergie ou parler de transformation du monde qui nous entoure, c'est pareil. D'accord ? L'énergie, ça n'est rien d'autre que la grandeur que les physiciens utilisent pour désigner le changement du monde qui nous entoure. Partant de là, vous n'avez rien qui puisse se passer dans le monde qui vous entoure sans que de l'énergie entre en jeu, et en particulier, pas une activité productive qui puisse se produire sans que de l'énergie entre en jeu. Et ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est que la formidable hausse de la productivité du travail qui a engendré la formidable hausse du pouvoir d'achat et toutes les modifications que nous avons connues de l'occupation du territoire, de la structure des métiers, etc., a un déterminant principal sur les 2 siècles qui viennent de s'écouler, c'est l'énergie. D'accord ? C'est ça qui a piloté, bien au-delà de tout le reste, la manière dont l'histoire s'est écrite. Alors pour ça, je vais commencer par prendre un héros local, un peu plus au nord-ouest, si ma mémoire est bonne. Et ce héros local, je lui colle un sac à dos. Alors je fais en sorte que mon héros local, il pèse 100 kg avec son sac dessus. Je soupçonne que même sans m'énir, il pesait pas loin de ça du reste, vu sa corpulence. Et 100 kg, c'est juste pour que ça fasse un compte rond. Et mon héros local, je vais lui demander de grimper 2000 mètres de dénivelé. Alors 2000 mètres de dénivelé, c'est pas facile en faisant juste une fois les monts d'Armorique, donc il faut les faire un certain nombre de fois. Mais si vous faites un certain nombre de fois les monts d'Armorique, vous allez finir par faire 2000 mètres de dénivelé. Eh bien, si vous faites ça, avec vos jambes, la quantité d'énergie que vous aurez restituée en luttant contre la gravitation, c'est juste un demi-kilowattheure. Alors 2000 mètres de dénivelé, qui dans la salle a déjà fait 2000 mètres de dénivelé dans une journée? Bon. Bah oui, dans une journée. Vous voyez, vous faites ça dans une journée, un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, hein. Si vous faites ça un jour sur 2, je laisse les gens qui sont dans la salle apprécier combien c'est facile de faire ça un jour sur 2, eh bien, vous êtes capable à la fin de l'année de restituer une énergie mécanique d'à peu près 150 kWh. D'accord ? Qui, dans la salle, possède un tracteur? Personne ? Voilà. Votre tracteur, il fait quelques dizaines de kilowatts. On est d'accord? Donc, vous faites tourner votre tracteur 2 heures. Il a absorbé, parce que c'est pas vraiment restitué, mais peu importe, on est dans les mêmes ordres de grandeur, 2 heures de tracteur, que le travail de force sur une année d'une personne utilisant ses jambes. Je ne sais pas si vous voyez l'énorme écart, l'écart absolument monstrueux qu'il y a entre les deux. Imaginons maintenant que mon héros des temps anciens, il ne monte pas sur une montagne, mais il utilise ses bras pour pelleter de la terre. Alors, mon héros des temps anciens, il va décaisser 6 mètres cubes de terre en remontant la terre d'1 mètre. Voilà, qui dans cette salle a déjà décaissé 6 mètres cubes de terre dans la journée? Pas dans la journée, il se dégonfle. Et bien, si vous faites ça, ridicule, 0,05 kWh, 10 fois moins d'énergie mécanique restituée que si vous montez sur une montagne qui fait 2000 mètres de dénivelé avec un gros sac à dos sur le dos. Et si vous faites ça un jour sur 2 ou un jour sur 3, vous allez restituer à peu près 10 kWh d'énergie mécanique dans l'année. Alors maintenant, je prends mon litre d'essence dont il a été question tout à l'heure, donc je suis très content de cette introduction. Dans un litre d'essence, vous avez 10 kWh de chaleur. Quand vous le faites brûler, 10 kWh de chaleur. Vous le faites passer dans un moteur, le moteur mange les 10 kWh, mais il ne vous recrache pas 10 kWh d'énergie mécanique, il va vous en recracher moins que ça, une partie va être perdue sous forme de chaleur, il va vous en recracher 2 à 4. Il n'empêche que dans un litre d'essence, un litre de produits pétroliers, 1 mètre cube de gaz, c'est pareil, il y a la même quantité d'énergie dedans. Vous avez 10 journées de travail de force d'une personne utilisant ses jambes, 100 journées de travail de force d'une personne utilisant ses bras. 10 jours, 100 jours. 1 litre d'essence.
Maintenant, on va parler argent. Mon litre d'essence coûte un peu plus d'1 euro, c'est-à-dire que le kilowattheure d'énergie mécanique, l'aptitude à transformer le monde, kilowattheure d'énergie mécanique, quelques dizaines de centimes. Maintenant, si je prends quelqu'un payé au SMIC et que tout ce qui m'intéresse, c'est sa capacité à me fournir de l'énergie, eh bien, je vais obtenir un kilowattheure d'énergie mécanique à quelques centaines ou quelques milliers d'euros, selon que ma personne utilise ses bras ou ses jambes. Je vous le dis autrement. Si ce qui m'intéresse, c'est de modifier l'environnement, par exemple de transformer des cailloux en cailloux concassés, par exemple de transformer du minerai en couteau, par exemple de transformer du coton en vêtements, tout ça c'est des transformations de l'environnement, eh bien si tout ce qui m'intéresse c'est de transformer l'environnement, en passant de l'homme utilisant ses bras et ses jambes à la machine mangeant de l'énergie, j'ai divisé par 500 à 5000 le coût de n'importe quelle transformation unitaire. Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai tout expliqué sur l'origine de votre pouvoir d'achat, sur la structuration du territoire et le fait qu'on ait mis les gens dans les villes, sur le temps libre, sur la retraite, sur les études longues, sur les 35 heures, sur le travail des femmes, tout ça est là-dedans. Tout, absolument tout. Ce qui a structuré la société de manière absolument massive, c'est le fait que grâce à l'énergie, nous disposons tous d'un exosquelette surpuissant qui en France représente plusieurs centaines de fois la puissance de nos propres muscles. Alors maintenant je vais faire un truc pas social du tout, mais ça sortira pas de cette salle, je vais prendre un esclave. Alors l'esclave, vous savez que la définition de l'esclave c'est qu'on le paye pas, sinon c'est pas un esclave. Il faut quand même l'acheter, il faut l'empêcher de mourir. Eh bien, si vous regardez ce que ça revient rapporté au kilowattheure d'énergie mécanique, c'est-à-dire à la force de ses bras et de ses jambes, eh bien vous vous rendez compte que même un esclave va vous coûter 10 à 100 fois plus cher pour transformer l'environnement que la machine qui mange du pétrole. La raison pour laquelle l'esclavage a disparu, à mon sens, ne tient absolument pas au fait que les hommes seraient devenus soudainement bons, ça tient simplement à quelque chose de beaucoup plus cynique que ça, qui est que ça n'a plus aucune rationalité économique d'employer des gens quand la machine peut vous fournir le même service pour considérablement moins cher. Même des esclaves. Même des esclaves. Alors, voilà maintenant la fameuse énergie mangée par les fameuses machines telle qu'elle s'exprime rapportée à l'habitant de la planète Terre. Donc ce que vous avez ici, cette espèce de millefeuille là croissant, vous représente la quantité d'énergie exprimée en kilowattheure qu'un terrien consomme sur une année depuis 1 siècle et demi. Donc ici nous sommes au milieu du 19e siècle et tout à fait à la fin, là-bas, nous sommes l'année dernière. Il y a 1 siècle et demi, un terrien consomme 1500 kWh d'énergie par an. Vous voyez ça? Et c'est à peu près à moitié du bois et à moitié du charbon. Ça sert essentiellement à faire de la chaleur, et cette chaleur sert à faire fonctionner des poêles, et les premiers outils de la révolution industrielle, les forges, les machines à vapeur fixes ou mobiles. Dans les machines à vapeur mobiles, vous avez les premiers trains, les premiers bateaux. Et puis avec le temps, la consommation de bois par personne n'augmente pas beaucoup. Par contre, la consommation de charbon par personne, elle augmente de manière significative, jusqu'à atteindre un palier au début du XXe siècle. Mais vous voyez que sur tout le courant du XXe siècle, ce palier se maintient. Dit autrement, la consommation de charbon par personne n'a jamais décru dans le monde. Jamais. Et si vous regardez sur les 10 dernières années, elle a recommencé à fortement augmenter. J'expliquerai un peu plus tard à quoi c'est dû. Ce que vous voyez là-dessus, c'est que les différentes énergies se sont empilées. Donc il n'y a pas eu de cannibalisme entre énergies. Le pétrole n'a pas chassé le charbon, le gaz n'a pas chassé le pétrole, etc. Tout ça s'empile, les uns sur les autres, avec des usages qui en général sont différents. Ce que vous voyez également, c'est qu'en 1 siècle, donc du milieu du 19e siècle au premier choc pétrolier, la quantité d'énergie consommée par personne et par an augmente de plus de 2%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur une année, l'aptitude à transformer le monde d'un individu augmente de 2% par an. Ça veut dire que l'aptitude à transformer le monde d'un individu augmente de 2% par an, toutes choses égales par ailleurs. Dit encore autrement, rien que cette augmentation signifie que la productivité du travail, rapportée à l'heure, parce qu'en général c'est comme ça qu'on la mesure, elle va augmenter de 2% par an pendant 1 siècle. Rien, sans même parler de progrès technique. Rien qu'avec l'augmentation de la quantité d'énergie consommée par personne. Et depuis les chocs pétroliers, il s'est passé quelque chose que peu de gens ont en tête, qui est que le rythme d'augmentation a considérablement ralenti, et en fait, je vous montrerai tout à l'heure un certain nombre de courbes pour les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux, c'est devenu nul. La quantité d'énergie par personne dans les pays occidentaux, typiquement l'Europe, n'augmente plus depuis les chocs pétroliers.
Et c'est de cette époque-là, j'y reviendrai plus tard, que date le début de tous les, ce que je pourrais mettre entre guillemets comme étant des désordres structurels, dont on pense que, allez, on serre les fesses et ça sera résolu demain matin, l'endettement, le chômage, etc. Et en fait, ça ne le sera pas dans les conditions actuelles, parce que le déterminant de cette évolution se trouve dans cette inflexion sur la quantité d'énergie disponible par personne. Alors, ce que vous avez... Excusez-moi, je vous ai mis les trucs en anglais, hein. Donc, coal, c'est... Il y a une personne au moins qui peut faire la traduction. Coal, c'est charbon. Oil, c'est pétrole, évidemment. Gaz, vous reconnaissez. Ce que vous voyez, c'est que les deux énergies renouvelables qui comptent aujourd'hui dans le monde, c'est le bois que vous avez là et l'hydroélectricité que vous avez là. Toutes les autres énergies renouvelables, vous les avez dans la partie bleue, là, et vous voyez qu'elles sont très inférieures à ce que vous avez sur le bois et l'hydroélectricité. Et vous avez ici le nucléaire. Donc ce que vous voyez en gros, c'est que l'essentiel de l'approvisionnement énergétique mondial, et de très loin, c'est le triptyque fossile, pétrole, gaz, charbon. Le reste pouvant jouer un rôle significatif à l'échelle d'un pays, mais ne joue pas de rôle significatif à l'échelle du monde. Aujourd'hui, la quantité d'énergie consommée par personne, en moyenne mondiale, c'est 20 000 kWh par an. Si je vous ramène ça à mon équivalent esclave tout à l'heure, là, qui fait 100 kWh par an quand il utilise ses jambes, ou 10 quand il utilise ses bras, eh bien, ça veut dire que le terrien d'aujourd'hui, si les machines qui mangent de l'énergie n'existaient pas, donc si nous n'avions pas les machines industrielles, les machines à transporter, qui s'appellent des voitures, des camions, etc., des trains, des avions, eh bien, si toutes ces machines n'existaient pas, pour vivre comme nous vivons aujourd'hui, il devrait y avoir quelque part dans le système solaire une exoplanète, vous savez, une autre planète, avec dessus 1400 milliards d'êtres humains, 1400 milliards, en train de pédaler toute la journée. Ils nous transmettraient leur énergie et ça permettrait de vivre comme nous vivons aujourd'hui. Une autre manière de dire la même chose, c'est qu'aujourd'hui, un terrien ordinaire vit comme s'il avait 200 esclaves à sa disposition en permanence. En France, on est plutôt à 5 ou 600. Alors, je vais vous livrer une première vérité qui dérange. Le problème aujourd'hui, avec ce que je vais vous expliquer plus tard, c'est pas que le mode de vie de M. Dassault ou de M. Arnaud n'est pas durable. Le problème, c'est que c'est le mode de vie du smicard qui n'est pas durable. Elle est là, la vérité politique difficile à gérer. Hein, c'est le mode de vie du smicard qui n'est pas durable. Je vous ai présenté une évolution par personne, et maintenant, je vais vous présenter le nombre de personnes. Alors vous avez ici la manière dont a évolué l'humanité depuis que notre espèce s'est sédentarisée. C'est quoi la sédentarisation? C'est les débuts de l'agriculture. Hein. Alors au moment où notre espèce se sédentarise, eh bien la population planétaire, c'est à peu près 3 fois la Bretagne. D'accord? 3 fois la population bretonne, c'est la totalité des hommes que vous avez sur Terre au moment où notre espèce se sédentarise il y a 10 000 ans. Vous voyez que ça va augmenter pendant 10 000 ans, pas très vite. Et puis au moment où arrive la révolution industrielle, on a affaire à une explosion de l'humanité, littéralement une explosion. D'abord la révolution agricole, puis la révolution industrielle. Il y avait 6 milliards de bons hommes en 2000, et à l'heure où je vous parle, on est à plus de 7, et ça continue d'augmenter très vite. Alors, il y a un certain nombre de gens qui se posent la question, dont le sieur Yves Cochet, peut-être connu par certaines personnes dans cette salle, sur le fait que ça, c'est un enfant des combustibles fossiles. Ça a été permis parce qu'on a donné plein d'énergie à manger à plein de machines qui ont permis de faire mentir Malthus, si je dis les choses simplement, et que ça ne durera que le temps des combustibles fossiles. C'est une question ouverte. Clairement, c'est une question ouverte. Si je regarde énergie par personne fois nombre de personnes, voilà comment a évolué la quantité totale d'énergie consommée par les terriens. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le charbon n'a jamais diminué depuis qu'on a commencé à s'en servir, le pétrole est venu par-dessus, etc. Et là, vous avez une multiplication en gros par 150 à 200 entre là et là. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énergie c'est la marque de la transformation du monde. Ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, entre l'humanité ici et l'humanité là, la transformation de la planète a été accélérée par un coefficient 150. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et donc vous comprenez qu'un certain nombre de sujets qui n'étaient pas des problèmes il y a un siècle et demi le deviennent aujourd'hui, pas parce que les processus ont changé de nature, mais parce que les ordres de grandeur ont changé. Hein? Si vous devez 1 euro, pardon, 1 franc, excusez-moi, je suis vieux. Si vous devez 1 euro à un ami, c'est pas pareil que si vous lui devez 1 million d'euros, et dans les deux cas de figure, c'est une dette. Hein? Et bien là, c'est exactement pareil, c'est le changement des ordres de grandeur qui fait que
il y a un certain nombre de sujets qui pouvaient ne pas être des problèmes il y a un siècle ou un siècle et demi, et qui aujourd'hui le sont. Le titre de cette diapo, sans le point d'interrogation, est quelque chose que vous avez nécessairement lu dans le journal. Alors ici, je vous propose une vision de la manière dont on consomme l'énergie en France, donc encore une fois, dont on utilise cette capacité à transformer notre environnement. Ça, c'est moi chez moi. Résidentiel, c'est les logements. Tertiaire, c'est moi au travail, sauf quand je suis dans un processus industriel, donc c'est les bureaux, les hôpitaux, les écoles, etc. Ça, c'est les processus industriels. Ça, c'est l'énergie des tracteurs, moissonneuses, batteuses, séchoirs et autres. Et ça, c'est les engins, c'est les machines roulantes et marginalement volantes et navigantes. Chacune de ces couleurs représente une des énergies que la nature met à notre disposition. Alors, qu'est-ce que la nature met à notre disposition? Elle met à notre disposition du pétrole, qui va donner des produits pétroliers, du gaz, qui va donner des produits gaziers, des noyaux qui se cassent en deux, qu'on appelle du nucléaire, du carbone qui brûle, du charbon, encore du carbone qui brûle, pas le même, du bois, des chutes d'eau, de l'eau qui tombe, on va tirer l'énergie de cette eau hydraulique, et tout en haut, vous avez des résidus divers de biomasse, les deux au-dessus. Ensuite, vous avez le vent qui souffle, et tout en haut, vous avez le rayonnement solaire qui arrive sur Terre. Je précise à cette occasion qu'il y a en physique une loi très désagréable qui s'appelle la loi de conservation de l'énergie. Et cette loi de conservation de l'énergie fait que tout ce que les hommes peuvent faire, c'est extraire à leur profit une énergie qui est déjà disponible dans l'environnement. L'homme ne peut pas créer d'énergie, il n'a pas cette qualité, hein, nous n'avons pas ce don. Tout ce que nous pouvons faire, c'est extraire de l'environnement une énergie qui s'y trouve déjà. Et de ce point de vue, toutes les énergies sont gratuites. Personne dans cette salle n'a rien payé pour que se forment les montagnes qui vont permettre d'avoir des chutes d'eau. Personne dans cette salle n'a rien payé pour que se forment les gisements de pétrole. Personne dans cette salle n'a rien payé pour que se forment les veines de charbon. Personne dans cette salle n'a rien payé pour que souffle le vent. Toutes les énergies sont gratuites. Ce qui va coûter, c'est le travail humain pour y accéder. L'énergie elle-même est gratuite dans tous les cas de figure. Tous. Donc le prix d'une énergie, c'est rien d'autre que la quantité de travail humain qu'il faut mettre en œuvre pour aller chercher dans l'environnement un kilowattheure qui s'y trouve déjà. C'est ça le prix de l'énergie. C'est pas l'énergie en elle-même. Celle-là, elle est gratuite. Donc vous avez ici la répartition par secteur et par énergie. Et voilà, maintenant, tout ce qui est cerclé, c'est des produits pétroliers et gaziers. Je vous montre cette image et je vous dis, est-ce que vous êtes sûr que la France est vraiment un pays tout nucléaire? Oui, ça se discute. Ça se discute. L'électricité est très majoritairement nucléaire. L'énergie, non. L'électricité n'est qu'une part de l'énergie que nous consommons. Les transports, par exemple, sont très majoritairement fossiles en France comme ailleurs. Et l'économie est très majoritairement dépendante des transports en France comme ailleurs. Hein? Donc, l'électricité, oui. L'énergie, non. Juste un petit zoom sur deux choses. Ici, je vous montre l'énergie qu'on utilise pour se chauffer en France. Alors, c'est des milliards de kilowattheures. Et c'est l'ensemble des bâtiments. Donc c'est à la fois ceux dans lesquels vous habitez et ceux dans lesquels vous travaillez. C'est les deux. Hein. Vous voyez un certain nombre de trucs qui peuvent éventuellement vous intéresser. Vous voyez d'abord que l'électricité est l'énergie la moins utilisée pour se chauffer en France, que celle qui a le plus augmenté sur la période, c'est le gaz, et de très loin, et que celle qui a le plus diminué, ça c'est rigolo, parce qu'on pourrait se dire que c'est ça qu'il faut favoriser, notamment au regard de l'augmentation des renouvelables, c'est le bois. En fait, ça baisse. Et ici, vous avez le fioul. Si je vous montre la même chose, mais sur la dernière année, c'est 2010, mais 2011-2012, c'est pareil, tout ça, ça ne change pas beaucoup. Vous voyez que l'électricité, c'est 15% du chauffage, et qu'il y a 85% qui font tout le reste. Pardon? Non, mais ça, c'est national. Dont acte. Avec quoi est-ce qu'on fait du charbon avec quoi est-ce qu'on utilise le charbon dans le monde? Donc là, je vais repartir dans le monde. À quoi servent les différentes énergies qu'on utilise? Eh bien, l'essentiel du charbon utilisé dans le monde sert à la production électrique. Tout à l'heure, je vous montrerai à l'envers comment est-ce qu'on fait l'électricité dans le monde, globalement, pas juste en France. Donc là, ce que vous voyez, c'est que le charbon sert essentiellement à produire de l'électricité. Alors, petit aparté, une centrale électrique, c'est pour l'essentiel de ce qu'on a sur Terre, une grosse bouilloire, c'est ça, hein, c'est une grosse bouilloire, et une fois qu'on a mis l'eau dans la grosse bouilloire, ça fait de la vapeur, et la vapeur fait tourner une turbine qui fait tourner un alternateur. Alors la chaleur, vous pouvez la faire avec du charbon, avec du gaz, avec du pétrole, ou avec du nucléaire, tout ça, ou avec du bois.
D'accord ? À chaque fois, vous avez une source de chaleur, ça vous sert à faire bouillir de l'eau, alors dans des dispositifs très compliqués où on met l'eau sous forte pression, et derrière, vous faites tourner un alternateur. Le mode principal de production qui échappe à ça dans le monde, c'est l'hydroélectricité, où vous faites tomber de l'eau sur un engin avec des aubes, c'est un gros moulin des temps modernes, et ça vous fait de l'électricité. Vous avez une version avec le vent, mais qui fait moins que l'hydroélectricité, j'y viendrai un peu plus tard. Le pétrole est pour l'essentiel l'énergie de la mobilité. L'essentiel du pétrole qu'on utilise sur Terre sert à déplacer des machines. Inversement, 98% de ceux qui roulent, de ceux qui volent ou de ceux qui naviguent utilisent du pétrole. Donc aujourd'hui, pétrole égale échange. Échange de personnes, par exemple entre votre domicile et votre travail. Échange de marchandises, par exemple entre une usine et son client ou un fournisseur et son client. Voilà. Le pétrole, c'est les échanges. On peut considérer qu'il y en a trop ou pas assez, mais c'est des échanges. Enfin, le gaz est une énergie qui sert à plein de trucs. On va dire que c'est la plus polyvalente des énergies fossiles si on regarde son utilisation dans le monde aujourd'hui. Mais ce que vous voyez quand même sur ce graphique, c'est que l'usage qui augmente le plus rapidement actuellement, c'est celui de la production électrique. Hein ? Donc pour le gaz comme pour le charbon, les usages qui augmentent le plus vite actuellement dans le monde, c'est la production électrique. Alors maintenant, si je prends le problème à l'envers, voilà avec quoi on fait l'électricité dans le monde. Je vous ai donné 2 dates, je vais vous en donner une troisième, 1945. En 1945, donc à la fin de la dernière grande guerre planétaire, le monde dans son ensemble consomme 600 milliards de kilowattheures électriques dans l'année, c'est-à-dire un poil plus que la production française actuelle. Donc en 1945, le monde dans son ensemble consomme 600 milliards de kilowattheures, 600 térawattheures, on appelle ça. Production française aujourd'hui, la production allemande fait 600, tiens, typiquement. Donc l'électricité, c'est vraiment par excellence l'énergie de la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a un Breton qui est célèbre dans le monde du changement climatique qui s'appelle Jean Jouzel, qui a grandi à Janzé, donc pas très loin d'ici pour ceux qui connaissent. Enfin, pas très loin d'ici, but de Paris, pardon. Jean, il a grandi dans une ferme dans laquelle il n'y avait pas l'électricité, pas le chauffage central. Et il a 65 ans, plus ou moins quelques années. Donc l'électricité, c'est vraiment une énergie, un usage, on va dire, de la deuxième moitié du XXe siècle. 1973, juste avant le premier choc pétrolier, le monde ne produit plus 600 mais 6000 milliards de kilowattheures, aux 3/4 en utilisant des combustibles fossiles, c'est-à-dire du charbon, du pétrole et du gaz. Remarquez qu'à cette époque-là, le charbon est la première des énergies utilisées, mais le pétrole arrive juste après. 2007, l'année dernière c'était à peu près pareil, nous sommes maintenant à 20 000 milliards de kilowattheures, 20 000 térawattheures, ça a très fortement augmenté. Les combustibles fossiles en font les 2/3, et vous voyez que ce qui en valeur absolue a le plus augmenté entre les deux, et de très loin, c'est le charbon. Le pétrole a diminué en part relative de manière extrêmement importante. En valeur absolue, il n'a pas tant diminué que ça. Vous voyez, il est passé de 1500 à 1100. Donc sa part dans l'ensemble s'est fortement comprimée. Par contre, en valeur absolue, on n'en a pas jeté 90% à la poubelle. Vous voyez que le gaz également a très fortement augmenté. Alors en part relative, c'est le nucléaire qui a le plus augmenté, mais c'est pas très étonnant parce que c'est la plus récente des énergies utilisées, enfin des modes de production. Et enfin, vous voyez également que l'hydroélectricité a très significativement augmenté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'hydroélectricité correspond à une production électrique dans le monde qui, en gros, est 10 fois celle de l'éolien, et en termes de capacité en construction, c'est bien plus que l'éolien aussi. Hein, donc l'hydroélectricité est de très loin le premier mode de production d'électricité d'origine renouvelable dans le monde. Alors cette énergie, je vous ai dit tout à l'heure, elle a changé notre environnement, et maintenant je vais essayer d'être un peu plus précis que ça. La première chose que fait cette énergie, c'est qu'elle nous permet de traiter toutes les matières qui se trouvent sur Terre. Donc on va donner aux machines à manger de l'énergie pour transformer le monde, et quelque chose à transformer. Du sable, j'aurai du verre, de la bauxite, j'aurai de l'aluminium, du minerai de fer, j'aurai du fer, et de l'or, et du nickel, et du chrome, et du vanadium, et tout ça finira un jour en ordinateur et en iPhone 5. Donc les machines industrielles situées dans les usines traitent et brassent des flux de plus en plus importants que vous ne voyez pas, et moi non plus, parce que nous habitons en ville. Donc ça se passe loin, ça se passe désormais plus en France pour une bonne partie de ce qui nous permet d'avoir les objets qui existent à l'arrivée. Hein. Mais toutes ces machines, ces exosquelettes, travaillent pour nous, nuit et jour, en transformant à peu près tout ce qu'on peut trouver sur Terre.
La deuxième chose qu'a fait l'énergie, c'est augmenter la mobilité. Et là, j'ai emprunté, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, à l'ami Cochet, cette maxime, plus vite, plus loin, moins cher. Vous avez ici la quantité d'énergie qui est utilisée par une personne pour parcourir 1 km selon le mode de transport utilisé. Vous voyez que quand on va de la gauche vers la droite, cette quantité augmente, peu importe les unités. Il se trouve que quand vous allez de la gauche vers la droite, vous suivez le sens de l'histoire. D'abord, on a utilisé nos jambes, puis on a utilisé des modes collectifs ferrés, puis on a utilisé des modes collectifs sur roues, enfin il y a eu des trucs à chevaux aussi, mais quand c'était un moteur à explosion, c'est arrivé là. Puis vous avez eu des modes individuels sur roues, puis vous avez eu des modes volants. Eh bien, à chaque fois qu'on est allé un cran vers la droite, c'est un peu plus moderne, ça permet d'aller un peu plus vite, un peu plus loin, et par ailleurs, ça consomme un peu plus d'énergie par personne transportée par kilomètre. À partir du moment où il va y avoir une contrainte sur le pétrole, il va se passer l'inverse, qui est déjà en train de s'appliquer aujourd'hui, c'est-à-dire que ça sera moins loin, moins vite, plus cher. Et ça, bien évidemment, ça va poser une question absolument centrale sur ce qui va se passer pour tous les gens qui se sont installés dans des endroits qui sont aujourd'hui insérés dans la vie économique à la seule condition que les transports ne valent pas cher. Ça va être un sujet social absolument central, qui du reste commence à s'appliquer de manière un peu dure. J'aurai malheureusement pas le temps de vous montrer ça, mais c'est pas sans lien avec la transformation de la carte électorale. Ici, vous avez également quelque chose qui est absolument central dans cette affaire, c'est la manière dont l'énergie, et ce que je vous montre là, c'est passé dans tous les pays européens, dans tous les pays qui ont eu accès à de l'énergie, le Japon, les États-Unis, l'Australie, etc. Ça s'est toujours passé comme ça. C'est la même sur 2 siècles. Alors, il y a 2 siècles, que font les gens qui travaillent? Ils font pousser des patates. Des artichauts, des cocos de Paimpol, des fraises de Plougastel, peu importe. Ils font pousser des trucs qui poussent. 2 tiers de la population travaille dans un champ. Cette population est suffisamment productive, donc les agriculteurs de l'époque sont suffisamment productifs pour se nourrir eux, plus une demi-personne qui fait autre chose. D'accord? Les 2 tiers des actifs sont dans l'agriculture, donc ils sont capables de se nourrir eux, plus une demi-personne qui fait autre chose. Avec le temps, vous voyez que cette part diminue. Pourquoi est-ce que cette part diminue? Pour une raison très simple, c'est que la surface des champs à cultiver n'augmente pas avec le temps. Il faut savoir qu'en 1850, on a touché le point bas de la couverture forestière en Europe. Et donc, la quantité de champs à cultiver était à peu près la même en 1850 et aujourd'hui. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus d'énergie. Du coup, l'industrie peut faire des machines de plus en plus performantes qui vont permettre aux agriculteurs, ou aux paysans, appelons-les comme on veut, d'être de plus en plus productifs. Donc, dans 1 heure de travail, ils arrivent à faire de plus en plus de choses. Alors d'abord, l'industrie envoie des machines de plus en plus performantes. Les premières moissonneuses-batteuses, par exemple, datent du début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle. À l'époque, elles sont tirées par des chevaux, des dizaines de chevaux. Mais après, elles vont être un jour tirées par des moteurs. Et alors à ce moment, ça correspond à cette époque-là où vous voyez la chute absolument spectaculaire du nombre d'agriculteurs, parce qu'on va mettre les machines directement dans les champs, ça s'appelle des tracteurs. Je parlais tout à l'heure des tracteurs. Un tracteur qui fait, allez, 100 kW, gros tracteur, 80 kW, eh bien, développe la même quantité, la même puissance qu'une centaine de chevaux attelés. En gros, un cheval, c'est 0,7 kW. Donc un tracteur de 70 kW, ça développe la même puissance qu'un attelage de 100 chevaux ou qu'un attelage de 1000 personnes. Un tracteur égale 1000 personnes en termes de puissance développée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un tracteur, c'est pas le même prix. Je disais tout à l'heure, c'est pas le même prix. Donc cette énergie va faire décroître la population agricole. Dans le même temps, il y a plein d'autres matières à transformer sur Terre que ce qui pousse. Il y a des mines, on peut sortir des cailloux, faire des maisons. Il y a des mines, on peut sortir les métaux et faire des fourchettes, des cuillères, des tables, des chaises, des lunettes, etc. Il y a des trucs qui poussent non alimentaires, on peut les sortir, faire des vêtements, etc., etc. Et donc, on va mettre le reste de la population à extraire d'autres ressources du sol, en général, et à les transformer avec des quantités d'énergie croissantes. Et ça va donner l'envolée de l'activité industrielle qu'on retrouve dans tous les pays où l'énergie s'est développée. Et derrière, l'envolée des services qui correspondent à la gestion de cette production. C'est quoi les services? C'est des gens qui vendent, c'est des gens qui financent, c'est des gens qui comptent, etc. C'est tout ça, les services. Et puis un jour, les gens qui ont de l'argent, ils ont aussi des employés de maison, ce qui fait partie du reste des services significatifs il y a un siècle et demi. Arrivent les chocs pétroliers. Et à ce moment, cette histoire s'inverse.